Nos invités sont toujours là. Chris Ega, Magloire Kemayou et Adam Adjornou. On parlait de la République démocratique du Congo et de cet appel de Dr Denis Mukwege qui justement appelle à la création d'un tribunal international pour son pays. Magloire, vous avez voulu ajouter... Oui, chuter en quelques secondes. Oui, quelque chose. Voilà, dans la bonne foi de Tshisekedi s'est exprimé, mais en même moment, moi je pense qu'il faut attaquer le mal par la racine. C'est en ce sens qu'il a su quand même adjoindre à cette volonté-là, disons la diplomatie. Il a commencé déjà, puis entre-temps, lorsque vous prenez le président Kabila, qui n'était pas en bon terme avec beaucoup de ses voisins, cela ne lui permettait pas de déployer véritablement donc, une solution assez adéquate sur le terrain. Mais il a compris qu'au regard du fait qu'il faut conjuguer les efforts, il faut commencer déjà par exprimer la voie diplomatique. Donc vous allez constater que déjà les efforts sont faits en sorte de pouvoir renouer les liens entre ses voisins. Ouais. Et il a commencé aussi bien, parce que vous avez commencé avec le président rwandais, Paul Kagame, Yoweri Museveni. Voilà. Que tous ces chefs d'État-là soient d'accord sur le fait que nous devons arriver à une solution conjuguée et à une solution inclusive. Donc moi je pense que c'est l'une des solutions qui permettra d'abord, si on est d'accord qu'il faudrait quand même arriver à une solution comme telle, on ne va pas quand même résigner sur les moyens à pouvoir mobiliser ensemble pour donc arrêter le mal. Magloire Kemayou, vous pensez que ce n'est pas seulement une question de moyens? Non, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de responsabilité. C'est-à-dire les pays africains doivent apprendre à être responsables. Je pense que le docteur Denis Mukwege est dans son rôle quand il estime qu'il faut un tribunal pénal international pour la RDC et les prix Nobel de la paix. Et il sait qu'il y a bientôt une assemblée générale des Nations Unies qui va se tenir et qu'il faudra apporter ce dossier sur la table des discussions pour trouver une solution à l'international. Mais nous ne pouvons pas en permanence attendre que la solution vienne de l'international. Nos pays sont indépendants depuis au moins 60 ans aujourd'hui. Je pense qu'il est grand temps que nous apprenions à résoudre nos problèmes par nous-mêmes avant de demander le soutien de partenaires internationaux, qu'il s'agisse de l'ONU ou qu'il s'agisse de l'Union européenne. Et donc c'est pour ça que je crois que il faut toujours se mettre à la place de la personne qui a élu un dirigeant. Le président Tshisekedi a été élu président de la RDC. Il préside aujourd'hui l'Union africaine. Il doit donner du contenu à ces deux fonctions qu'il occupe aujourd'hui. D'abord, en tant que président, il doit trouver tous les moyens de résoudre le problème dans son pays. Et puisqu'il est avec les chefs d'État africains, avec ses pairs, il devrait aussi, avec eux, trouver des mécanismes qui permettent d'avoir un cercle de concertation qui permet de trouver rapidement des solutions africaines aux problèmes africains. La RDC n'en est pas à la première tentative concernant la résolution dans cette crise-là. Parce qu'à un certain moment, il y a un gouvernement qui est un gouvernement de 1+4. Certains ont dit 1+4 égale 0 parce qu'il s'agissait d'avoir un président et 4 vice-présidents qui seraient dans les groupes militaro-politiques qui agissent en RDC. Et certains ont dit que c'est 1+4 égale 0 parce que cela n'a apporté aucune solution au problème. Donc si on continue de traiter avec les chefs, si on continue d'attendre que la communauté internationale, dont je n'ai jamais vu le visage, se prononce sur nos problèmes, je pense qu'on attendra longtemps pour trouver ces solutions-là. Donc pour moi, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la RDC, à l'instar de ce que le Rwanda a fait, trouve des moyens de rendre la justice sur son sol, de réconcilier ces populations, et si éventuellement la communauté internationale peut, à travers une résolution, créer un tribunal pénal international, tant mieux. Mais le problème est aujourd'hui tel qu'on ne peut pas le sous-traiter à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, je voudrais dire que c'est vrai. Je voudrais dire que le problème fondamental qui se pose en RDC, c'est la vacuité de l'État. C'est une crise d'État. Il faut d'abord qu'on apprenne à réinstaurer l'autorité de l'État. Je crois que tout à l'heure, mon frère Magloire le disait que lorsque Kabila, père, était passé par là, il avait procédé au démantèlement de l'autorité de l'État qui se manifestait sur le terrain par la présence des postes de contrôle, alors que vous savez que la RDC c'est un pays continent, un pays très large. Or, à un moment donné, l'autorité de l'État n'existe plus. Et ce qui pousse justement des gens à prendre des initiatives, c'est qu'ils n'ont pas en face d'eux des gens qui soient
en mesure de les combattre et de faire en sorte que leur vérité s'estompe. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que Kabila a commencé à faire en nommant des gouverneurs militaires, mais il ne suffit pas seulement de nommer des gouverneurs militaires, encore qu'il faut que ces gens-là aient les moyens d'installer sur le terrain l'autorité de l'État, parce que la civilisation commence par la peur du gendarme. Le problème se pose aujourd'hui, là-bas, c'est qu'il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas une autorité qui puisse parler. Or, il y a 6 pays riverains, et comme... il avait dit, les gens sortent et reviennent, ils font des affaires, et j'avais ajouté qu'il s'agissait d'un mode de vie, parce que pendant 30 ans, pendant 20 ans, 30 ans, les gens sont nés sur le terrain, surtout les FDR, cette force-là qui avait fait des coups de feu contre Kagame, et qui sont revenus, ils ont fait des enfants, les enfants ont grandi dans cette atmosphère triviale d'un mélange de tout. C'est ce qu'ils savent faire, ce qu'il faut commencer à faire aujourd'hui. C'est vrai, c'est une question de responsabilité. Il faut que les Congolais eux-mêmes apprennent à trouver des solutions de crue, c'est-à-dire des solutions qui viennent de façon endogène, parce qu'il s'agit d'une crise endogène. Il faut que la RDC apprenne à réinstaller son autorité. Cela s'était passé au Tchad, cela s'était passé en Somalie. Les Américains étaient allés là, ils voulaient mettre fin au désordre en Somalie, et les Américains n'avaient pas pu tout simplement parce que l'État était déliquescent, il n'y avait pas d'autorité. Qui est-ce qui peut organiser l'ordre? Qui est-ce qui peut organiser la justice transitionnelle dont on parle, mon frère? Non, vous pensez que ce sont les Congolais? Ce sont les Congolais. Or, le terrain n'est pas propice aujourd'hui à une quelconque organisation qui puisse emmener la paix. C'est pour cela qu'il faut réinstaller l'État, l'autorité de l'État. Je crois que c'est ce que Kabila, Tshisekedi a commencé par faire. Maintenant, il faut que les moyens suivent, et surtout, il faut que la stratégie suive, parce qu'il a dit ce n'est pas que question de moyens, mais il faut aussi la perception, la conceptualisation même de la chose. Il faut se représenter la crise pour réfléchir au problème avant de passer à la pratique. Alors, Adam, Denis Mukwege, il est très écouté, mais on sait que celui-là qui sera plus écouté en République démocratique du Congo, c'est le président Antoine Félix Tshisekedi. Est-ce que l'apport des deux peut donner quelque chose? On connaît les différences entre Denis Mukwege et puis les politiques congolais. Oui, et bien évidemment, mais avant de répondre à cette question, permettez que je nuance un peu la question liée donc à la solution et diplomatique évoquée par Louis Magloire Kemayo. Pour dire que quelque part, vous savez, la problématique de l'intervention de la solution donc, diplomatique est liée au fait que disons, l'ONU, on nous dit souvent que c'est la plus vieille force qui est devenue pratiquement une force d'occupation. Après 25 ans d'occupation de cette force onusienne-là, on ne peut pas trouver une solution dans cette zone-là sans impliquer donc l'ONU, et donc qui parle de l'ONU, parle donc de la communauté internationale. Aujourd'hui, les questions qui ressurgissent d'habitude, c'est qu'ils sont plus pratiquement des problèmes que des solutions. De toutes les façons, lorsque vous passez près de 25 ans sans pouvoir permettre à ce qu'on puisse donc arriver à une solution, vous convenez avec moi quelque part que vous devenez pratiquement donc le problème. C'est en ce sens que moi je dis que au lieu la responsabilité endogène, elle est toujours engagée, et nos États le savaient très pertinemment, mais quand même le cas de la RDC, et surtout le cas spécifiquement de cette zone-là, est assez à prendre avec beaucoup de pincettes liées donc à cette question de souveraineté de l'indépendance de nos États. C'est une particularité qui mérite d'autres approches que l'approche que nous connaissons dans nos pays habituellement. Maintenant, revenons donc à ces questions-là liées donc à ces deux personnalités. Je pense que l'autorité de l'État, en ce qui concerne donc cette situation-là, est beaucoup plus exprimée. Mais vous savez, lorsque vous prenez Mukwege, il est toujours en divergence de vue avec donc les politiques. Il a compris que les solutions proposées par la plupart dans les politiques, ou pratiquement ces solutions-là, ne sont pas des solutions efficaces. Donc je pense que ce qui se scrute aujourd'hui est une approche qu'on peut réellement donc écoutez, mais c'est quelqu'un que moi j'estime qu'il n'est pas aussi rancunier, quel que soit les divergences de vue, il a toujours des passerelles pour réellement faire introduire dans cette proposition. Et je pense qu'à l'approche déjà, vous savez, nous sommes déjà au mois de septembre, tout est mis en place pour que l'Assemblée des gens sont déjà là-bas en train de préparer les choses. Vous pensez que c'est le moment choisi? Il a si bien fait. Je sais qu'il va, à part, disons, les canaux médiatiques, il a quand même des rouages pour faire introduire
aujourd'hui cette question-là au niveau donc, du président de l'Union africaine qui n'est rien d'autre. Son président. Qui peut naturellement donc rajouter aux propositions qu'il fera. Donc, on va sortir de ce sujet avec vous. Je vous ai vu faire comme ça. Vous avez quelque chose à dire, Louis Magloire? Non, c'est concernant le docteur Denis Mukwege. Il est rancunier selon vous? Je pense qu'il n'est pas aussi blanc qu'on le pense. C'est un très grand professionnel. C'est un prix Nobel de la paix. C'est un homme généreux qui s'est occupé des femmes, victimes de violences sexuelles dans cette zone-là. On ne peut pas le lui enlever. Mais sur le plan politique, je pense qu'il a eu des velléités sur lesquelles il n'est pas allé jusqu'au bout. Et c'est pourquoi ses rapports avec les politiciens ne sont pas toujours très faciles. Donc, je pense qu'il ne faut pas évacuer cet élément-là dans l'analyse non plus. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que en RDC, un peu comme au Soudan, ce qui a donné le Soudan du Sud aujourd'hui, on a des soldats qui sont allés pour intervenir normalement et régler ce conflit et qui sont devenus eux-mêmes des rebelles par la suite. Donc ça fait que ça pose la question de la qualité de la formation, de l'intégrité des soldats qui sont envoyés sur le front pour régler la question. Et puis il y a une dimension sur le niveau d'intervention qu'évoquait Adam, c'est qu'aujourd'hui, on a une force de maintien de la paix dans cette zone de la RDC où il n'y a pas de paix. Comment vous pouvez maintenir la paix quand il n'y a pas la paix? Et le problème, c'est qu'en plus de cela, les soldats de l'ONU, contre lesquels j'ai la dent très dure, n'ont pas le droit de faire le feu. Ils peuvent riposter pour se protéger, mais ils n'ont pas le droit eux-mêmes d'être offensifs. Donc ça fait que ça réduit leur capacité d'action. Et donc je pense que si l'ONU veut être efficace dans son intervention, il faut qu'elle permette à ces soldats qui sont envoyés sur le terrain dans le cadre de la MONUSCO de faire le feu, de pouvoir aller de façon offensive. Là, il faut un autre mandat. Un autre mandat. On avait parlé d'un mandat vigoureux, mais vous savez, lorsque vous ne savez pas donner des initiatives du genre à des gens venus d'un peu partout, parce que c'est quand même, la force de l'ONU, c'est quand même une force hétéroclite, où les gens n'ont pas la même culture face à l'usage de la force. Je crois que c'est ce qui parfois retient aussi lui, parce qu'il y avait déjà la SDN, on savait ce qu'il avait causé, ça. La Société des Nations. La Société des Nations qui avait causé sa perte. Maintenant, avec l'ONU, on veut être plus accommodant avec les forces intérieures, de telle sorte à ne pas se présenter comme acteur principal qui défend telle ou telle position sur le terrain. Bon, je crois que l'idée même fait son chemin et il est question aujourd'hui, les gens le disent beaucoup, de donner aux forces onusiennes des mandats forts, des mandats offensifs. Bon, je crois que c'est toujours à l'état de réflexion. On va juste ajouter et on va parler de... C'est que il ne faut pas oublier qu'au-delà du fait que là, on a une mission qui est en train de s'enliser, la RDC est quand même le pays où on a abattu l'avion d'un ancien secrétaire général des Nations Unies. Et donc, c'est véritablement un tombeau pour les Nations Unies, cette République démocratique du Congo. Espérons qu'une solution permettra de sortir le pays de ce cercle vicieux dans lequel il est rentré. On va également parler de la Guinée-Conakry et cette mission diplomatique de la CEDEAO qui est attendue à Conakry. Aujourd'hui, cette délégation sera composée des chefs de diplomatie du Burkina Faso, du Nigeria, du Ghana et du Togo. La mission, la libération immédiate d'Adama Adjaranou, de l'ancien président Alpha Condé. Mais cette délégation va faire quoi concrètement? Vous savez, elle n'est pas différente des autres délégations que nous avions connues. Vous savez, la sous-région est une zone de turbulence institutionnelle et ce n'est pas le premier du genre. De toutes les façons, les mêmes formules reviennent déjà après dans ce coup d'État. Tout le monde s'attendait donc à cette formule-là, que pratiquement tout le monde, lorsque chacun sait donc le citer. Mais ici, je pense que la situation serait plus ou moins déjà un peu, bien à prendre dans la mesure où on voit aujourd'hui les forces en présence, on voit réellement que le politique et les putschistes s'accordent sur un certain nombre de choses. Ils sont d'accord, puisque lorsque vous prenez l'opinion même dans toute sa globalité, était pratiquement pour, ces putschistes-là à arriver à mettre à déchoir le président Alpha Condé. Et donc déjà, ce sont des briques qui permettent donc à cette délégation-là d'avoir une ouverture de discussion déjà avec donc des pouvoirs en place. Puisque vous savez, lorsque cette intervention-là, il y a aussi la voie diplomatique qui s'invite, des fois avec des velléités
lié peut-être, disons, au fait que la CEDEAO n'a plus, ou a perdu un peu la face, n'a plus la crédibilité qu'il faut, surtout compte tenu d'un certain nombre d'aspects sur lesquels la population lui a beaucoup critiqué par le passé. Il n'a pas su réellement donc faire montre d'une rigueur à la hauteur des souhaits de cette population-là. Il va de soi quand même qu'il puisse aller, c'est tout comme s'il marchait sur des œufs. Il faudrait quand même qu'il soit diplomatiquement. Et je pense que ce qu'on a choisi, c'est vrai que ce sont des carrures assez très pointues, qui sont des habitués déjà pour de ces gens. Du coup, prenez pas la Robert de ce qui est pratiquement sur tous les fronts. Le chef de la diplomatie togolaise. Qui est sur tous les fronts, surtout dans les zones d'instabilité que nous connaissons ces derniers moments. Je pense qu'il a quand même l'étoffe nécessaire pour trouver les mots justes, pour amener les puissances à pouvoir donc accommoder sur le fait que la page de Condé est déjà tournée. Et ça, tout le monde le sait. Et donc, je pense que le maintenir, déjà, la CEDEAO a pris quand même la bonne approche en faisant en sorte qu'il n'y a pas eu de sanctions économiques. Oui, et justement, sachant pertinemment que nous sommes dans une période où rajouter déjà la crise existentielle déjà serait encore trop difficile. Et souvent, ces sanctions, ce sont les populations qui les subissent. Et je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et les pushistes également, qui sont aujourd'hui les nouveaux maîtres des lieux, l'ont compris, ne vont plus aujourd'hui dire qu'ils vont réellement donc rendre la tâche assez difficile, disons, à cette mission diplomatique qui est donc envoyée chez eux. Il faudrait que les deux approches puissent donc être conjuguées pour permettre à trouver la bonne sortie. Chris Ega, comme on l'a déjà dit, la libération de l'ancien président Alpha Condé, mais quand la CEDEAO demande aux poutistes de mettre en place un processus qui permette d'arriver très rapidement à un retour à l'ordre constitutionnel normal, la page est tournée. Oui, bien entendu, la page est tournée, ça tout le monde le sait maintenant. Mais maintenant, de là, demander la libération immédiate et inconditionnelle d'Alpha Condé, je crois que ça va être la pire des erreurs. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, en ce sens que, vous savez... voulez pas qu'on le libère? Du tout, on ne peut pas le libérer maintenant, soyons clairs sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est tangible comme prise de guerre, pour ces poutistes-là, c'est bien Alpha Condé. Alpha Condé, c'est Alpha Condé. C'est bien Condé. Oui, Condé. C'est l'essentiel. C'est ce qu'ils sont aujourd'hui en main qui prouve qu'ils ont le pouvoir. Je crois que c'est Alpha Condé. Là, on ne va pas le garder. Écoutez, non, mais c'est-à-dire que la libération d'Alpha Condé doit être évoquée dans l'ensemble des solutions d'approche à la crise, et non une libération de façon, une libération sectaire. Parce que vous savez, si on libère aujourd'hui Alpha Condé, ça voudra dire que ceux qui sont... Il a encore des partisans, Alpha Condé. Oui, et c'est ce qui retient ces partisans aujourd'hui, c'est surtout parce qu'ils ne savent pas où se trouve leur maître, leur mentor. Et je crois que c'est une stratégie de guerre. Lorsque vous attrapez la tête, je crois que la queue a du mal à exister. La queue, le corps a du mal à s'organiser parce que le cerveau n'est plus là. Donc c'est une stratégie de guerre. On ne peut pas demander aux Poutis de libérer Alpha Condé, qu'ils tiennent comme ce trophée-là, comme le maillon là, essentiel. S'il est libéré, les Poutis ne sont pas en sécurité. Bien entendu. Parce que s'il est libéré, parce qu'à partir de ce moment-là, on ne maîtrise plus ces mouvements, on ne sait plus ce qu'il peut faire, on ne sait pas ce qu'il peut faire avec ses partisans, on ne sait pas l'agitation dont il peut être capable. Donc les gens aujourd'hui, si ces partisans se cachent aujourd'hui ou bien rasent les murs, c'est parce qu'ils n'ont plus ce cerveau-là qui les organise. Et il faut qu'on cache. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter ses droits, mais la stratégie, dans ces moments de doute, voudrait que celui qui peut être le cerveau pour agiter la dernière colonne soit mis un peu à l'égard, surtout qu'on ne sache pas où il se trouve. Comme cela calme ceux qui ont des velléités. Mais je ne voudrais pas dire qu'il faut pas le lâcher. Il faut que le fait d'évoquer sa libération fasse partie d'un ensemble de solutions qu'il faut apporter à la crise. Mais on ne peut pas soustraire Condé de l'approche des solutions qu'il faut et dire que... parce que pour le moment, la CEDEAO est en train de travailler sur le plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire qui préoccupe, parce qu'on sait que le sort d'Alpha Condé, ça
ça préoccupe tout le monde. Il faut intervenir sur cette thématique-là pour exister, mais ce n'est pas ça qui fera qu'on va avoir une solution à cette crise. Donc ça, il faut le dire, mais ça, c'est ce que j'appelle de la communication, tout simplement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 5 jours après le putsch, libéré, celui-là qui constitue cette grosse prise qu'on peut mettre au frais en attendant de voir comment on va trouver une solution au problème en général. Je crois que la CEDEAO doit prendre plus d'initiatives que ça, mais c'est qu'elle avait déjà fauté d'abord parce que le troisième mandat d'Alpha Condé était déjà un putsch. Était déjà un putsch. La façon dont il avait traité. Oui, c'est ce qui fait l'errement aujourd'hui de ces institutions supranationales, c'est parce qu'à un moment donné, et elles n'ont pas pu apporter des solutions qu'il faut, des solutions courageuses à des problèmes qui se posent réellement dans la vie des citoyens. Je ne parle pas au sommet de l'État, mais des problèmes à un moment donné se sont posés, surtout politiques, au niveau du citoyen. Ces organisations supranationales n'ont pas pu avoir le courage d'apporter une solution au problème. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'ils sont un peu en errance, mais de grâce. Lorsqu'on évoque la libération d'Alpha Condé, c'est vrai, il faut que ces libérations-là soient intégrées à l'ensemble des approches qui sont prises pour trouver une solution au problème. Le Magloire Kemayo, il y a deux choses. Soit les poutistes libèrent, comme la CEDEAO le demande, Alpha Condé, soit ces poutistes, comme le doyen Chris Ega l'a dit tout à l'heure, peut-être refusent de le libérer. D'autres sanctions vont tomber également. Sous les deux prismes, qu'est-ce qui peut arriver? Tout d'abord, je voulais dire que je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse de mon frère. Parce que... Vous voulez qu'on le libère, c'est ça? Non, au-delà de le libérer, je pense que ce n'est pas parce qu'on a un ancien président qu'on a moins de droits. J'estime que l'humiliation qu'il a subie... Non, j'ai bien dit qu'il faut respecter ses droits. Oui. Bon, il a souligné ça aussi. Oui, entre respecter ses droits et le garder en prison, il n'y a pas de respect. Dès lors qu'on le garde en prison... Non, mais les poutistes lui reprochent quand même quelque chose. Oui, mais maintenant, il faut que la justice intervienne parce que nous sommes dans un moment exceptionnel. Nous ne pouvons pas agir sur des moments exceptionnels. Ces poutistes également étaient devant la répression qui a eu lieu à Conakry et partout en Guinée. Le mal était déjà fait, donc je pense que ces poutistes-là également, parce qu'il faudrait trouver des artifices pour justifier, peut-être l'injustifiable. C'est vrai que c'est nous qui avons l'appréciation que voilà, Alpha Condé, au regard du fait qu'il a eu à tordre le cou à la Constitution, etc., était interprété comme un coup d'État. C'était un putsch aussi. Ça, il faut avoir le courage de reconnaître. Maintenant, on laisse lui Magloire. Oui. Donc, personnellement, je considère que on ne peut pas humilier au-delà du supportable un citoyen. Fût-il le président, fût-il considéré comme un dictateur, pour utiliser les termes forts que l'on a entendus ces jours-ci. Je pense qu'il faut avoir un respect de l'institution, parce que la présidence de la République, c'est une institution. Même si le président n'a pas été digne dans sa façon de conduire les affaires, je pense qu'on doit le ménager au moment de le faire sortir. Ils ont réussi un coup d'État, ce n'était pas nécessaire de l'humilier. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de le garder non plus en état d'arrestation. Ouais. Contrairement à ce que vous pensez, moi j'ai cru entendre qu'il est dans un hôtel de Conakry, dont on a même donné le nom. Oui, il est gardé. Ce n'est pas en prison. Il est dans une suite présidentielle. Oui, gardé. Conakry. Il est gardé, donc on sait où il est. Ce n'est pas comme si on ne savait pas. Mais je crois qu'il y a eu, d'une part, le fait que cette unité spéciale a été créée par la volonté du président Alpha Condé. Il a recruté son chef et lui a donné les pleins pouvoirs. Et quand je dis plein pouvoir, c'est qu'il ne répondait à personne en dehors du président de la République. Sa mission, c'était de lutter contre le terrorisme. Mais il se trouve qu'au-delà de la lutte contre le terrorisme, il a également réprimé les manifestations contre le troisième. Ce qui fait que la mission officielle qui lui est donnée n'est qu'un alibi. Ce que vous dites, pare-feu. Oui, je suis d'accord pour tout ça. Mais je dis qu'au-delà de ça, dans la responsabilité du président Condé qui est engagé, il y a une part de responsabilité des forces spéciales qu'il a créées et qui l'ont renversé. C'est que la répression qu'il y a eu contre les manifestants pendant toute la période où ils réfléchissaient au troisième mandat et pendant laquelle la population sortait pour manifester, ces mêmes militaires, les forces spéciales, les ont réprimés. Donc ils veulent aujourd'hui rendre service au peuple
Mais si on revient dans un passé pas très éloigné, ils ont réprimé, ils ont été contre ce peuple-là, et ils l'ont massacré pendant cette période-là aussi. Donc, on ne peut pas... Et le responsable, c'est Condé. Oui, les deux sœurs sont... Non, responsable, je ne dis pas coupable. Condé n'a pas agi sur le terrain, mais c'est lui le responsable. La culpabilité sera établie par la justice. Je pense que la seule chose qu'on peut souhaiter ici, c'est qu'il n'y ait pas d'impunité. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui ont été faites en marge de la légalité, il faudrait que ceux qui l'ont fait soient condamnés avec la plus extrême sévérité. C'est normal, c'est logique. Mais si vous avez vous-même enfreint les règles, vous ne pouvez pas être à la fois juge et partie et estimer que parce que vous êtes juge, le fait que vous soyez partie prenante vous déresponsabilise de ce que vous avez fait. Personnellement, c'est ma lecture. Maintenant, est-ce que la CEDEAO, qui semble rejetée par les populations, n'a pas droit de citer dans ce conflit? Je pense que non. Elle a droit de citer. Parce que elle est même au centre. Et qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement, l'UMAGLOIRE, selon vous? C'est la Guinée qui est au centre. Oui, l'UMAGLOIRE, concrètement, cette CEDEAO... La CEDEAO doit faire tous les efforts diplomatiques parce que la Guinée n'est pas un État ex nihilo qui n'existe pas, qui n'a pas de voisins. La Guinée existe et elle est dans une communauté qui s'appelle la CEDEAO. Si nous ne pouvons pas faire fonctionner les mécanismes de la CEDEAO pour venir en aide à un pays en difficulté, en danger, je ne vois pas à quoi ça sert de garder une organisation comme celle-là. Et quand les populations rejettent la CEDEAO, j'estime qu'elles ont tort de le faire. Même si politiquement, nous estimons que c'est un club de chefs d'État qui se maintient au pouvoir, il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain, parce que la CEDEAO a fait des choses qui sont intéressantes en termes d'intégration, en termes de soutien de nos États, parce que seuls, ils ne valent pas grand-chose, mais quand ils se mettent ensemble, ça change la donne. Et donc, pour moi, il ne faut pas qu'on rejette la CEDEAO et qu'on la décrédibilise, parce que dans un certain moment de l'histoire, on a eu l'impression que ces dirigeants n'étaient pas à la hauteur des espérances. Mais cette critique qui est faite à la CEDEAO, vous l'entendrez exactement dans les mêmes termes concernant l'Union européenne, par exemple, sur la gestion de la crise migratoire. Beaucoup estiment que l'Union européenne, ça ne sert à rien. Sur le plan de l'agriculture, les mêmes reproches sont faits. Mais ça va donner. Oui, mais il est important qu'on dise quelque chose. Parce qu'il est en train de dire quelque chose que je n'ai pas dit. Nous sommes sur... On va revenir dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons avoir une lecture qui dépasse l'agenda politique. Parce que l'agenda politique l'emporte aujourd'hui et fait qu'on occulte tous les autres éléments. Parce que la CEDEAO est utile et que les négociations qui seront menées ne seront pas faites contre les populations de Guinée, mais dans l'intérêt de l'ensemble des pays de la communauté. Je crois que la CEDEAO a son mot à dire et qu'elle doit dire son mot. On a 2 minutes. Oui, justement, je vais aller très vite. C'est que je voudrais dire que la CEDEAO est irremplaçable parce que la rhétorique dans laquelle mon chef s'est engagé, j'espère qu'il ne croit pas, mais il ne va pas faire croire aux téléspectateurs que je suis en train de minimiser le rôle que la CEDEAO a joué jusqu'ici. Je crois que je voudrais replacer, je voudrais le dire clairement pour que les téléspectateurs qui n'interviennent pas directement dans cette émission-là sachent que je dis que la CEDEAO est irremplaçable. Mais cela ne voudra pas dire non plus qu'on ne peut pas, elle n'est pas sujette aux critiques. Voilà. C'est-à-dire que si parfois on évoque telle ou telle dérive, même manquement de la CEDEAO, c'est justement pour que cette organisation-là, qui est irremplaçable, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas démanteler la CEDEAO et la remplacer par quoi? Donc je crois que on ne peut l'aider qu'à mieux faire, et c'est pour cela que nous disons que par moment, elle manque de prendre des responsabilités courageuses. Je crois que c'est ce que j'avais dit, mais en gros, je voudrais dire que la CEDEAO joue son rôle. Parfois, elle fait certaines fautes, mais ce n'est pas par ces fautes-là qu'il faut la condamner et jeter l'enfant avec l'eau. Finalement, vous dites la même chose. Heureusement, Adam. Heureusement aussi que, vous savez, lorsque vous prenez ces nouvelles autorités de la Guinée, comme partout ailleurs même, ils savent véritablement le rôle qui est donc la scène en parlant donc de la CEDEAO. Et justement, lorsque la population, entre guillemets, parce que nous parlons de la population, parce qu'il y a des gens qui sont des grands gueulards, arrivent véritablement pour intervenir. Et on estime que voilà, c'est la population. Les gens qui sont dans l'autoflagellation. Depuis que la CEDEAO est annoncée, vous allez constater réellement que
ces hommes forts de la Guinée-là ont commencé déjà par faire intervenir ceux qui peuvent apporter réellement des rudiments pour permettre à ce que les avis à pouvoir donc exposer au niveau de la CEDEAO puissent tenir. Parce qu'ils savent que, prenez pas dans le cas du Mali, vous avez constaté que, quel que soit après le coup d'État, ils ont fait véritablement profil bas, écouter religieusement donc la CEDEAO parce qu'ils savent que, quoi qu'il en soit, il peut pas se débarquer de rôle. Et ce principe de subsidiarité, avant même que les Nations Unies qui interviennent, il faudrait qu'on parte des solutions de la CEDEAO. Et ça, je sais très bien que la police, quand même, s'en est rendu compte. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient après avec nos chers amis Louis Magloire, Adam et Chris.